Merci Charles pour la présentation. Merci à nos 5 panélistes ce soir d'être présents, de prendre votre temps, de venir partager avec le public vos travaux de recherche ici dans la Manicouagan. Je crois que c'est très important. Charles m'a présenté comme étant quelqu'un de très loin du domaine de la recherche. Je suis quand même curieux dans la salle ce soir. Il y en a parmi vous qui avez participé à tout le colloque aujourd'hui. Qui n'était pas là et qui prend son mardi soir pour venir entendre qu'est-ce qui se passe dans la Manicouagan? Merci. Merci d'être présent pour tout ça. J'espère que ça va susciter des questions, des réflexions et même des découvertes sur ce qui se passe ici. Je laisse la parole à Mme Lina Sylvain, qui va venir nous parler des compétences du futur comme première présentation. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, messieurs, dames. Ça marche, hein? Alors, quand on nous a donné la consigne de présentation, on nous parlait de remettre nos travaux à la communauté. Alors là, je me disais comment je vais faire en 10 minutes avec mes cheveux blancs, donc ça vous donne une idée que ça fait un petit bout de temps que je fais de la recherche. Comment je vais faire ça en 10 minutes? Je me suis dit, je vais y aller avec mes prises de conscience, mes coups de cœur. Alors, on y va? On part dans l'aventure. Nous sommes en 2003, je termine ma thèse. Qu'est-ce qui a été mon coup de cœur dans ma thèse? Ça a été d'apprendre que quand j'apprends, j'enseigne. Et quand j'enseigne, j'apprends. La meilleure façon d'apprendre est souvent de dire comment je comprends quelque chose, donc je l'enseigne à quelqu'un d'autre et j'apprends mieux. Et quand j'enseigne, bien évidemment, apprendre de l'autre comment lui, il conçoit ce qu'il dit, me permet de mieux enseigner. C'est bon pour 2003? Nous arrivons maintenant en 2006. Je suis toujours enseignante au collégial et chercheur au collégial. Une recherche où j'ai consulté plus de 2000 étudiants du Collège de Sherbrooke avec beaucoup de professionnels. Et on est arrivé à une conclusion parce que ma question portait sur comment les garçons apprennent. Évidemment, les garçons et les filles, parce qu'en parlant des garçons, on parle donc des filles. Donc, quelles sont les particularités? Qu'est-ce qui fait la réussite chez le garçon? Je vais résumer avec une image qui m'a beaucoup parlé. Vous connaissez tous la pomme et la pomme grenade. Ça vous va, la pomme grenade? La pomme. Et les garçons disaient, les garçons du collégial, on est en 2006, là, les garçons disaient, et c'est moi qui paraphrase, là, apprendre dans le modèle de la pomme ne m'intéresse pas. Dans le sens que je suis un étudiant, je suis comme un pépin pris dans le cœur de la pomme. Ce qui est autour, la chair savoureuse, c'est l'enseignant qui, lui, détient l'ensemble du savoir, qui nous encercle. Et là, on est tout bien cadré, on est les petits noyaux apprenants. Les garçons disaient, ce modèle-là d'enseignement nous convient moins bien. Or, les garçons disaient tous, si enseigner était comme une pomme grenade, si nous étions tous des petits noyaux, fous éparpillés, regroupés autour d'une membrane, je ne sais pas pourquoi je vais au bout de mon souffle comme ça toutes les fois, mais bon. Alors, les petits noyaux fous, entourés de la membrane orangée qui pourrait être l'enseignant, ils aiment apprendre. Regroupés tous ensemble, regroupés autour d'un thème, regroupés autour de l'expérience d'apprendre. Voilà mon deuxième coup de cœur. Mon troisième coup de cœur, alors en 2006, après avoir fait mon postdoc, là, je me suis dit finalement l'enseignement supérieur, j'en ai assez, j'ai besoin d'aller dans le milieu communautaire et de partager à quelque part tous les résultats merveilleux de ma belle recherche. J'ai donc monté un projet pour apprendre à lire et à écrire à partir de l'apprentissage du clavier, parce que vous savez que sur le clavier, toutes les lettres sont là. Il suffit de bien les associer tout en apprenant à taper. On apprend à lire et à écrire. Et je faisais le tout avec Ubuntu, donc en logiciel libre, permettant à tous et chacun de pouvoir modifier à quelque part la structure, les images même de l'objet d'apprentissage. Ce qui est merveilleux, comme j'étais avec Ubuntu et en même temps je montais une plateforme pour apprendre à associer le mot à l'image, j'allais dans les écoles secondaires et je validais une façon d'associer l'image au mot. J'arrive dans une école secondaire,
C'était planifié déjà depuis une semaine. Mon rendez-vous était après l'heure du dîner. Le professeur me dit, je m'excuse, c'est impossible, on ne peut pas, je ne donne pas le cours parce qu'il y a 3 personnes qui sont présentement en retenue. Ils ne peuvent pas participer, donc il n'est pas question qu'on fasse une activité un peu gâteau avec eux. C'est dans un cours de sciences et technologies secondaire 1. Alors, puis là, je discute un peu avec un, puis là, finalement, il dit, allons-y. Mes 3 étudiants, je leur demanderai de partir, s'ils répondent mal à quelque part, à l'animation qui était autour du codage et d'associés. Et les 3 étudiants qui étaient supposés 5 minutes. Oh, OK. Alors finalement, les étudiants les plus performants étaient les plus perturbateurs parce qu'avec le codage, ça donne une rétroaction immédiate. Et c'est ce dont ils ont besoin. Je passe deuxièmement. En 2014, je suis engagée par la Ville de Sherbrooke pour faire une analyse auprès des personnes immigrantes et des employeurs de personnes immigrantes. Et je constate, en rencontrant les personnes issues de l'immigration et les autres, qu'il y a un point commun, c'est que les entrevues d'embauche sont véritablement culturelles. Et que pour une personne qui passe un entretien d'embauche au Québec, s'il n'y a pas les codes culturels, il ne va pas plus loin. Donc, l'entretien d'embauche est vraiment porteur de culture, puis il faut la démystifier si on veut permettre aux gens issus de l'immigration d'accéder à l'emploi. 5e élément, 5e coup de cœur, au CRSH, une subvention avec Marie-Alexandre en 2023. J'ai analysé 165 plans de cours d'enseignants à distance. Et je m'aperçois que lors de l'enseignement à distance, la plupart des stratégies d'études utilisées, ou du moins écrites dans le plan de cours, sont tous centrées sur l'apprentissage, à 85%, et non pas centrées sur l'enseignement. Et je termine. Les 2 dernières années, j'étais conseillère en aide à la réussite à l'UQAR à Lévis, campus de Lévis. Comme j'étudiais un peu sur la neuroéducation de manière autonome, j'ai appris l'importance de se souvenir. Alors, au lieu d'aller chercher sur le web quand je me pose une question, dorénavant, je me dis, attends, j'essaie de me taper une trail dans mon cerveau, un peu comme à la raquette quand on marche sur la neige, me tape une trail pour me dire, attends, ce concept-là, c'est quand la dernière fois je n'en ai entendu parler, c'est là, et je tape ma trail dans ma tête pour essayer de relier d'un neurone à l'autre, puis de faire mon petit lien sémantique, ma trail sémantique. Et quand je le fais une fois, la fois d'après, c'est plus court, puis l'autre fois d'après, c'est presque instantané. Alors, d'où l'importance de se souvenir, puis de faire cette démarche-là, de prendre le temps. Au tout début, c'est plus long, mais après ça, on apprend plus vite. Voilà. C'est bien? J'arrête ça là. Ça acquiert la curiosité de plusieurs personnes dans la salle à propos des compétences du futur, la capacité d'enseigner, d'apprendre à travers tout ça, c'est très, très lié. Monsieur Alexandre Larouche, à propos de l'intelligence artificielle. Ça va être dur à suivre. C'était quand même une très bonne présentation, je dois l'admettre, mais au moins elle a dit plusieurs mots-clés qui mettent un peu la table pour ce que... J'ai les cheveux blancs, Alexandre. Ça veut-tu dire qu'il faudrait que j'accélère? Donc, je pense que je vais répondre d'abord à pourquoi je suis ici, puis pourquoi je suis en Manicouagan. Je pense que c'est pas évident. Une personne en intelligence artificielle n'a pas seulement une variété de projets à faire en région, en tout cas pour l'instant. Je pense que la question est simple, c'est que j'ai décidé de gaspiller une diapositive sur ça pour la blague, puis elle veut pas venir. Je viens d'ici. Gang, je viens d'ici. Ouais, j'étais natif de Bécomo, puis en fait aussi, ça a comme Bécomo la belle qualité d'avoir aussi un accès à la première propriété relativement agréable. Donc, je suis revenu en région parce que se payer un condo à 300 000 $ au Québec, c'est moins mon genre, non? Est-ce que je peux y aller encore une fois? All right, cool. Fait que, maintenant que je suis un peu plus sérieux, je parle de ce que je fais. Si je résume un peu mes quelques dernières années de recherche aux études graduées, je pense que ce qui va parler un peu plus à la population en général, c'est le travail que j'ai fait lors de ma maîtrise avec l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, où je m'intéressais à trouver des combinaisons de médicaments qui étaient potentiellement inappropriées pour les personnes âgées.
Donc, je pense que tout le monde a comme un peu déjà vu ses grands-parents ou genre des personnes âgées avec des dosettes de 50 000 médicaments. Puis c'est cool parce que comme faut en prendre soin puis tout. Puis je pense que chaque pharmacien fait son devoir de vérifier que chaque médicament est comme pas dangereux pour la personne. Après ça, il y a le phénomène des cascades médicamenteuses, puis après ça, il y a des interactions entre ces médicaments-là, puis c'est pas tout le temps évident de savoir c'est où ce qui est le problème, pourquoi est-ce que, mettons, ma personne âgée se retrouve à l'hôpital vraiment plus souvent que la moyenne. Je suis toujours en train de parler de mon doux. D'habitude, j'essaie de pas trop parler fort parce que je prends de la place. All right, cool. Fait que c'est ça. Fait qu'au final, des personnes âgées qui prennent des médicaments, c'est quand même un gros problème qu'on a au Québec. Puis à l'INSPQ, ça m'a permis de travailler là-dessus. Puis c'est des problèmes qu'on appelle des problèmes combinatoires. Des problèmes qui sont difficiles, qui gèrent dans l'espace des combinaisons combinatoires. Si vous avez écouté Good Will Hunting, je suis comme Will Hunting, donc Matt Damon, mais moins intelligent puis moins beau. Mais je fais genre le même genre de problème. Donc c'est pas mal ça. Ça, c'était ma maîtrise. Après ça, un peu plus récemment, et aussi un petit peu plus loin de moi, certains de mes collègues et moi, on s'est intéressés, surtout mes collègues en fait, j'étais plus un conseiller, on s'est intéressés au cosmos, puis en fait au merger de trous noirs puis d'étoiles à neutrons, etc. Parce que dans ce domaine-là, en fait, c'est qu'eux, ils ont des télescopes qui coûtent des milliers de dollars, en fait des millions de dollars à rouler pour quelques secondes. Puis il faut choisir quand est-ce qu'on veut aller observer l'univers avec les télescopes Hubble ou bien avec les observatoires, etc. Puis eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une genre de pipeline de détection en temps réel de collision entre des trous noirs puis des étoiles à neutrons. Puis ça, en fait, ça provient de données super le fun qui sont en fait des observatoires d'ondes gravitationnelles. Donc, ça ressemble à un équerre sur des kilomètres. Il y a des lasers qui sont projetés au bout puis qui sont reflétés. Puis quand il y a un trou noir qui se collisionne avec un autre trou noir ou une étoile à neutrons, il y a comme des ondes qui font osciller les lasers. C'est de la belle technologie. Mais il y a aussi des gros problèmes avec ces technologies-là, en fait, c'est qu'il y a comme des énormes glitches, des bugs, en fait, dans la pipeline. Puis ça fait en sorte que les observations sont complètement faussées. Puis il faut aussi détecter quand est-ce que c'est un glitch, ton onde gravitationnelle. Peut-être que ça n'en est pas une onde gravitationnelle. Donc c'est ça à quoi on s'est intéressé. Puis en fait, on a publié ça, je pense, cet été, je pense, comme passant dans un journal en astrophysique. Donc ça, c'était mon projet le plus récent, je pense, parce qu'on a eu une publication. C'est quand même varié. Hein. Mais au final, l'intelligence artificielle s'applique un petit peu partout. Tant qu'on a les données, on est quand même heureux. Donc, à peu près ça. Puis, vraiment plus proche de moi, en fait, dans mon quotidien, ça sur quoi je travaille, on l'a dit tantôt, c'est rendre un peu l'intelligence artificielle un petit peu plus fiable. Donc, moi, j'utilise des méthodes d'apprentissage séquentiel. Donc, c'est pas super important de comprendre c'est quoi. Là. Le principe, c'est la carotte et le bâton. J'ai une slide là-dessus tantôt. Mais au final, c'est de trouver, disons, dans un modèle de vision qui serait implémenté dans une Tesla. Je pense que c'est ça le gros gambit de Tesla en ce moment, là, qui ont comme des autos, qui n'ont pas besoin de capteurs, qui ont juste une caméra en avant, puis que soudainement, ils sont capables de savoir qu'il y a un chevreuil puis qu'il tourne à droite. En fait, dans ces modèles-là, des fois, il y a des erreurs de calcul qui pourraient se produire, en fait, à cause des processeurs, disons, qui ont tout simplement sont pas sans faute, ces processeurs-là. Puis c'est possible que certains de ces neurones-là, on a un modèle computationnel, en fait, qui s'appelle des réseaux de neurones, un peu comme Lina le disait. Puis ces réseaux de neurones-là, en fait, il y en a des fois qui pourraient se mettre à zéro, pour aucune raison. Donc, un neurone qui ne fire pas, qui n'envoie pas son signal, et puis qui, tout simplement, envoie un résultat qui est faux, qui pourrait entièrement fausser la prédiction. Donc, soudainement, on voit un chevreuil avec nos yeux d'humain, la caméra ne voit pas son chevreuil, puis paf, on rentre dedans. Donc, moi, mon objectif, c'est de, justement, trouver quels de ces neurones-là on essaye de ne pas perdre, en fait, qu'on voudrait doubler, qu'on voudrait avoir une redondance dessus pour rendre ce modèle-là plus fiable. Donc, ça, c'est un peu le concept de ma recherche, très proche de moi et très, en termes relativement pas très vagues. Mais si je décolle un peu du problème, mes intérêts de recherche, en fait, ça se trouve autour de l'optimisation combinatoire, donc avec Good Will Hunting. Sauf que je n'ai pas un professeur de Harvard qui me promet de l'argent au bout de la ligne. Je suis juste un étudiant cassé.
je fais aussi de l'exploration efficace. Donc, c'est ça, les problèmes combinatoires, c'est quand même des énormes, des bacs à sable, des problèmes très, très, très difficiles, parce qu'il y a énormément de combinaisons possibles. Je pense qu'avec, quelques cinquantaines de médicaments, là, on pourrait avoir plus de combinaisons de médicaments qui existent d'atomes dans l'univers. Donc, c'est quand même intéressant comme problème. On veut les explorer de manière efficace. On ne veut pas se garrocher un peu partout, uniformément, en se garochant, puis en trouvant peut-être que lui, c'est bon. Non, on va avoir un principe, puis l'utiliser afin d'être efficace dans notre exploration. C'est-à-dire essayer les bonnes combinaisons pour que justement nos chercheurs en pharmacologie, disons, ils ne perdent pas leur temps sur des combinaisons impertinentes, mais qu'il y ait vraiment les quelques combinaisons ciblées qui sont effectivement dangereuses pour nos personnes âgées. Ou bien dans mon cas, c'était des neurones dans des réseaux neurones. Puis tout ça avec des prises de décision séquentielles. Donc, dans le fond, les prises de décision séquentielles, ça s'apprend avec justement des récompenses, donc du feedback immédiat ou un petit peu moins immédiat. Donc, on donne une carotte ou un coup de bâton à notre âne pour l'envoyer dans la bonne direction de notre espace combinatoire difficile. Puis, on espère que ça marche. C'est difficile. Mais c'est le fun. C'est quand même très fertile pour la recherche. Donc, c'est pas une de ces affaires-là que je fais, c'est les trois conjointement. Yes, les flèches ont apparu. J'avais de la misère chez nous. Et donc, c'est quand même, je pense, c'est pas mal ça. Puis, ah oui, c'est ça, j'avais mis l'image de Henri de Pujalon parce que, petit fun fact sur la Côte-Nord, c'est un explorateur qui s'est établi ici. C'est quand même un bon pilier ici pour la recherche. Je trouvais ça quand même intéressant. Donc, c'est ça, c'est l'intérêt de recherche. Oh, excusez. J'ai dévoilé le punch. Et donc, c'est ça. Merci. J'espère avoir vos questions. De ce partage-là, quelque chose de très intéressant qui a émergé de tout ça, le parallèle fait entre les réseaux de neurones artificiels et les réseaux de neurones de manière humaine. Donc, il y aurait peut-être quelque chose à explorer à travers ça un petit peu plus loin, savoir votre impression aussi sur tout ça. Troisième présentation, Mme Jeanne Léger, Mme Ariane Langlois, à propos de l'écologie végétale alpine. La parole est à vous. Allô tout le monde, nous on est 2 membres de la chaire de recherche du Canada en biologie intégrative de la flore nordique. Nous, on a fini ou presque fini nos 2 maîtrises, puis on a décidé qu'on venait présenter nos résultats parce qu'on les a faites dans le territoire ici. Donc, pour vous mettre en contexte de nos projets, on étudie la forêt boréale, mais aussi comment elle va agir avec les changements climatiques. On sait qu'il va y avoir des grandes périodes de sécheresse qui s'en viennent, plus de feux de forêt, puis on veut voir si c'est une forêt qui va être résiliente, comment elle va agir dans le futur. Puis nous, comment qu'on fait ça? Il y a plusieurs moyens de le faire. La plus populaire, c'est utilisé comme des modélisations ou des prévisions, mais nous, on a décidé d'aller regarder dans le passé. Et depuis la dernière glaciation, il y a eu des grandes périodes chaudes, des périodes froides, et donc beaucoup de variations climatiques que les écosystèmes ont vécues. Alors, on pense que si on étudie ces écosystèmes-là, ces comportements-là, on va être capable de trouver une réponse de ces écosystèmes-là à ces changements environnementaux-là qui s'en viennent pour nous pour la suite. Fait que nos projets, ça se déroule dans des sommets ouverts qu'on a étudiés. Donc, on les a étudiés des monts Wapishka jusqu'à Kaniapishko sur le territoire du Nitassinan. On a documenté la partie paléoécologie et la partie floristique aussi. Oui, on m'entend bien. Je peux peut-être le tourner un petit peu. Oui, fait que pour le volet paléoécologique, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas trop la paléoécologie, mais c'est un peu d'aller chercher des indices passés en écologie. Donc, dans le cas de notre projet, c'était d'aller sur des montagnes qui n'ont plus d'arbres sur les sommets, puis d'aller trouver des indices de présence passée d'arbres. Dans notre cas, c'était d'aller trouver des charbons de bois dans le sol pour dire, bien, si on trouve un charbon de bois dans le sol, bien, inévitablement, c'est qu'il y a eu un arbre qui a brûlé. Fait que pour nous, c'était un indice de présence passée d'arbres sur les sommets. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est que le long des sommets qu'on a étudiés, on a échantillonné le sol, on a tamisé pour en récolter les charbons, puis on les a datés au carbone 14 pour reconstituer nos histoires de feu et essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé sur ces montagnes-là. Je pense qu'on va changer. Si j'arrive. Yes.
Donc, après avoir tout reconstitué les histoires de feu, en fait, j'ai résumé toute ma maîtrise avec une belle figure ici. Fait qu'en gros, ce qu'on voit, c'est qu'on a nos secteurs les plus au nord, donc Kaniapsiko Nord, Kaniapsiko Sud, qui sont quand même à 100 km l'un de l'autre. Ensuite, on a Fermont, qui est un peu plus au sud, puis on a le massif des monts Wapishka. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'au nord, dans le secteur de Kaniapsiko Nord, Kaniapsiko Sud, on a eu beaucoup de feux, puis ça depuis 5-6 000 ans. Fait que depuis la dernière glaciation, il y a eu des arbres sur ces sommets-là parce que ça l'a brûlé. On a trouvé des charbons, donc ça fait des millénaires que ces sommets-là ont connu des feux, donc ça s'est ouvert, ça s'est fermé, ça a été très dynamique dans ce secteur-là. À Fermont, on le voit ici, c'est un petit peu plus haut en élévation. On a trouvé un peu moins de charbon dans ce secteur-là, donc ça a déjà été des forêts sur ces sommets-là, mais ça a été moins dynamique que plus au nord. Puis ce qui est intéressant, c'est au mont Wapishka. Là, pour ceux qui sont déjà allés ou qui sont passés devant, c'est un très gros massif montagneux. C'est très humide. Il y a des effets orographiques. La pluie reste prise là-dedans. On ne sort jamais de là les pieds au sec. Là. C'est vraiment le fun, par exemple. Mais c'est un gros massif. C'est pas juste une montagne. Là. Donc là, ce qu'on s'explique, c'est qu'à ce moment-là, ça expliquerait pourquoi on n'aurait jamais trouvé de charbon à ce milieu-là. C'est qu'il n'y aurait jamais eu d'arbres qui auraient réussi à coloniser ces sommets-là. Donc là, on se disait, OK, qu'est-ce qui peut expliquer qu'au nord, ça a le plus brûlé qu'au sud? Est-ce que ça peut être la latitude? Est-ce que ça peut être où on se trouve le long du versant? Ou est-ce que c'est la grosseur de la montagne, ce qu'on a nommé le dénivelé, donc vraiment l'altitude du sommet et l'altitude du bas? Puis on a essayé des modèles statistiques, puis ce qui en ressort, c'est vraiment le dénivelé. Fait que c'est vraiment la grosseur de la montagne qui est sortie très significatif. Puis ça s'explique de manière assez simple. On le voit tout de suite, des plus petits reliefs, même si on est au nord, des plus petits reliefs, moindrement qu'il fait plus chaud, arrivaient à se coloniser, donc à brûler. Dès qu'il y a des arbres, le feu peut arriver, puis ça brûlait. Puis plus on montait ici, plus à Fermont, par exemple, ça prenait des plus grandes variations du climat pour permettre à la montagne de se coloniser, donc de brûler. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'au mont Wapishka, depuis la dernière glaciation, on documente aucun feu, donc ça n'aurait jamais été forestier. Donc c'est une découverte qu'on est fiers de montrer ici, puis ça s'explique essentiellement par le dénivelé. Puis, même au centre même du massif, donc là, je vous présente toutes les courbes de niveau du massif, puis ici, on aurait le réservoir Manicouagan. Donc, même au sein même du massif, on voit que le centre, les points jaunes, c'est où est-ce qu'on a cherché, puis qu'on n'a pas trouvé de charbon, donc il n'y en a pas. Puis, juste dès qu'on va sur le côté du massif, on en a trouvé. Donc, ça montre le caractère vraiment exceptionnel qu'on retrouve au centre du massif. Puis, on a vu de quoi d'exceptionnel aussi avec la flore, que je vais laisser Ariane vous présenter. Oui, donc pour la partie floristique, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur tous les sommets. On a échantillonné un quadrat de 1 mètre par 1 mètre. On a répertorié toutes les espèces floristiques qui étaient dans les quadrats. Puis, on a fait ça pour tous les secteurs à l'étude. Puis, ce que je vais vous montrer, là, c'est une figure, mais faut pas paniquer, là. C'est les courbes que vous voyez, ça correspond à mes 4 secteurs à l'étude. Puis, les 3 graphiques différents correspondent à 3 indices de diversité floristique différentes. Puis, ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous voyez la courbe mauve, ça correspond à celle des monts Wapishka. Puis, elle a une diversité qui est très élevée à comparer les autres sites qui sont à l'étude. Donc, elle démontre une diversité qui est beaucoup plus élevée que les secteurs de Kaniapsiko et de Fermont. Puis, si on pousse les analyses, j'ai fait des petites pointes de date. Donc, j'ai assigné chaque espèce à une affinité géographique. Donc, les espèces qu'on trouvait plus dans une répartition qui était boréale, je les ai assignées à la catégorie boréale et ainsi de suite jusqu'à leur répartition qui était arctique. Si on prend par exemple la toundra arctique, qui est comme la référence que j'ai mis, on voit que la composition de la floristique qu'on retrouve dans la toundra arctique, elle est en partie d'une végétation qui est arctique. On retrouve beaucoup d'une végétation subarctique. On trouve également une végétation de lande boréale. Quand je dis de lande boréale, c'est une végétation qu'on va trouver dans des milieux qui sont ouverts, qu'on peut retrouver à la fois dans le sud et dans le nord. Puis on retrouve aussi de la flore qui est boréale. Si on regarde nos autres sites à l'étude, donc Kaniapsiko Nord, Sud et Fermont, on retrouve seulement des espèces d'affinité boréale et de lande boréale.
Mais ce qui est particulier, c'est que pour les monts Wapishka, on retrouve des espèces qui sont d'affinité subarctique. Ce sont habituellement pas des espèces qu'on est habitué de retrouver au sud, puis c'est notre site le plus au sud et c'est un groupe de végétation qu'on ne retrouve pas habituellement à cette hauteur-là. La manière qu'on l'explique, c'est que lorsqu'il y a eu la déglaciation, donc il y avait un gros glacier avant, puis il a tranquillement déglacé, il a laissé du territoire libre pour la colonisation des végétaux. On appelle ça la colonisation post-glaciaire. C'est la végétation de type toundra qui colonisait en premier, jusqu'à coloniser jusqu'au nord. Mais pour les monts Wapishka, c'est comme si cette végétation-là de type arctique, on peut dire, elle serait restée dans les monts Wapishka, étant donné son massif qui est assez unique, donc ses conditions qui sont uniques, et aussi que, étant donné qu'il n'y a pas eu de forêt, il n'y a pas eu de compétition, ce sont des espèces qu'on pense qui ont resté là à cause de cette raison-là. Donc, on fait un petit rappel, étant donné qu'il n'y a pas eu de feu, on pense qu'il n'y a pas eu de peuplement forestier, il y a une diversité qui est très élevée et il y a des espèces d'affinité subarctique. Nous, on pense que c'est une toundra alpine et donc il n'y a jamais eu de peuplement forestier sur ces monts-là. Et là, on se dit, OK, il n'y a jamais eu de peuplement forestier sur ça, mais qu'est-ce qu'il y en est pour le futur? De retour à mes beaux dessins. Bien, de manière générale, on avait un volet de notre projet qui était de regarder vraiment en ce moment de quoi ça a l'air dans les monts Wapishka puis dans le reste de nos montagnes. Puis ce qui est intéressant, c'est que qu'on soit dans nos secteurs au nord ou dans les monts Wapishka, on voit beaucoup de régénération, donc vraiment beaucoup de petits plantules d'arbres qui sont là prêts à forester les sommets. Donc, comme je vous disais, ça se peut que le fait que ce soit des plus hauts sommets, ça se peut que ça vienne limiter la colonisation, mais en ce moment, il y en a partout, même sur les sommets, qui est disponible. Là. Fait, dans un contexte où il va faire de plus en plus chaud, bien, ils vont être de plus en plus contentes, là, ces petites plantules-là. Mais comme je vous dis, il y a plein de nuances, ça dépend du milieu, ça dépend s'il y a plus de feu, ça dépend de plein de choses, mais elle est là, elle est présente, puis elle est prête à forester ces sommets-là. Donc, la prochaine, je pense que c'était... On était bien contente de vous montrer le dôme qu'on a utilisé fièrement pendant 1 mois et demi. C'était notre maison. Voilà. Jean, Ariane, merci beaucoup. Je crois que vous venez de confirmer le vieil adage qui existe dans les monts Wapishka, qu'on qualifie ces randonnées-là de « on part de la vallée du Saint-Laurent et on s'en va en Arctique » ou dans le Nunavik, en quelques kilomètres seulement. Ça le confirme un petit peu. Même si pour l'avenir, on ne sait pas trop encore qu'est-ce que ça peut donner. Puis pour la brève anecdote, très intéressant à voir, j'ai connu Jeanne et Ariane à la station il y a quelques années, au tout début de leur projet de recherche, et de voir les résultats, de venir les partager avec nous. Merci beaucoup. Très intéressant. Madame Lynne Rochefort, dernière présentation avant qu'on passe à la période de questions, donc gardez-les bien en banque. Madame Lynne Rochefort, à propos de la restauration de sites perturbés. C'est à vous. Moi, je vais un peu... oui, je la porte ici. C'est ça, à l'autre côté. OK, je vais un peu vous parler un peu de la présence en recherche que j'ai faite dans la région Manicouagan, tout ça. Fait que... oui, Charles me présentait, mais je veux juste dire que je suis originaire de Chicoutimi, donc pas très loin d'ici, puis je reconnais d'ailleurs le territoire ancestral sur lequel j'ai travaillé beaucoup dans une bonne partie de ma vie, là, la nation Innu, et que personnellement, moi, j'ai été beaucoup marquée par la montagne qui domine la région, qui est le Mont-Valin, parce que c'est là que j'ai fait du canot dans une des plus belles tourbières qu'il n'y a pas au Québec, qui est juste à la base du Mont-Valin, et dans les années 70, même du ski de randonnée alpine avant qu'il y ait le Mont-Valinois, tout ça, c'est une région fantastique. Et ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai commencé à travailler dans la région ici en 1992, quand j'ai débuté avec un groupe de travail. On est venu visiter les tourbières, je suis une spécialiste des tourbières. Ma maîtrise, j'avais étudié comme l'impact des pluies acides, là, quand c'était la mode des pluies acides dans les tourbières, dans l'Ouest canadien avec des spécialistes. Mais ici, c'était tout un groupe sur... Il fallait visiter plusieurs tourbières. On travaillait sur la classification canadienne des milieux humides.
puis classification des tourbières. Puis je veux juste dire que, puis ça c'était, on avait fait l'atelier de travail à Havre-Saint-Pierre, on est allé saisir mes gants, partout ici, je montrais plusieurs marais que je me rappelle ont été arrêtés pour discuter, etc. Puis la raison que je vous dis tout ça, c'est que on a développé cette classification-là des gens de partout du Canada qui sont venus ici, en région, pour voir la diversité qu'on avait en milieu humide. On a bâti le système de classification canadien, qui est très bien fait, c'est un niveau hiérarchique avec l'hydrologie, etc. Tout ça pour dire que d'autres gens, comme en Nouvelle-Zélande, ils l'ont étudié, ils ont aimé notre approche, ils l'ont adopté. Et maintenant, j'ai été appelée, je viens d'être renommée pour travailler au niveau de la Convention internationale de Ramsar. La semaine prochaine, dans 2 semaines, je vais être à Genève, où on va rouvrir, c'est une convention sur les milieux humides, le système de classification. Donc, ce que j'ai appris ici, puis c'est ce que je veux aller promouvoir, ce qu'on connaît en Amérique du Nord sur nos tourbières, puis un peu aller se battre contre les Allemands et les Européens et leur vision, mais de tourbières dégradées. Donc, c'est juste pour dire qu'on est très, très riche ici en milieu humide. Donc, si je poursuis... OK. Donc, on a une recherche depuis... ma recherche en partenariat est vraiment avec l'industrie de la tourbe. Et puis, un instant. Donc, dans notre recherche, ce que ça fait une chaire, c'est qu'on peut engager une chercheure junior, qui est Mélina Guéné-Nanchen. Donc, depuis 30 ans que je travaille dans la région, mais particulièrement avec Tourbière-Lambière, Tourbière-Premier, puis à Pointe-le-Bel. Il y a une grosse tourbière, ça fait des années que je trouve. J'ai travaillé avec les gens du centre de Buisson aussi sur la Chicoutée. Donc, la chaire, c'est pour travailler en gestion responsable et de restauration des milieux humides, propagation et multiplication des mousses et des petits fruits. D'ailleurs, on a un projet de recherche présentement avec Seb Ford, avec F. Catherine, à Kativik pour la production. On fait de la restauration, mais dans des communautés inuites, puis on utilise des petits fruits, et de la restauration de perturbations minérales. Fait que c'est un petit peu, vous dire, la recherche qu'on fait à Pointe-le-Bel, avec Premier Tech, on essaie de développer une nouvelle méthode d'extraction de la tourbe en ayant le moins d'impact possible sur l'environnement. Fait que on récolte la fibre de tourbe, mais la manière qu'on fait ça, c'est comme une machine, une dameuse qui va sur la neige, qui soulève la végétation, on ramasse un 10 cm de tourbe de côté, puis on repose. Et ça, c'était 4 ans plus tard, là, vous voyez la tourbière, il y en a qui me demandaient comment c'était rendu. J'ai rencontré qui travaille à Pointe-aux-Outardes, là, fait que c'est les tests qu'on fait. On a un site à Pointe-aux-Outardes et à Pointe-le-Bel. Et c'est très, très, très prometteur. Puis on espère qu'une méthode qui est moins destructrice, si on peut dire, pour l'environnement. Là, et tout ça, toute cette recherche-là, ça se fait ici à Pointe-le-Bel depuis 4 ans. Parce qu'on ne fait aucun drainage de la tourbière, changement mineur des communautés végétales, la sphinx domine à nouveau, puis on a toute une équipe. Ça, c'est ça qui est intéressant. Quand je vous dis qu'on est toute une équipe, j'ai toujours tendance à aller chercher les meilleurs spécialistes au monde quand j'ai un problème. On était ici, on travaille ici, mais les gens qui travaillent beaucoup sur empêcher la décomposition, parce qu'on comprend, là, on veut faire comme des systèmes de ferme, produire de la fibre renouvelable. Fait que c'est des gens du Pays de Galles qui travaillent ici avec leurs étudiants. Puis, tout le côté microbiologique, c'est de la Corée du Sud. Fait qu'on a des gens de la Corée du Sud qui sont ici, du Pays de Galles, et mes collègues de Queens, puis de l'Université de Waterloo. On a des tours de flux, etc. Il y a pas mal d'équipements qui sont ici. Mais disons que c'est quand même dans cette tourbière-là que j'ai développé beaucoup des techniques de restauration écologique des tourbières. Partout dans la région, que ce soit avec Tourbière-Lambert aux Escoumins, à Saint-Paul-du-Nord, à Sept-Îles, ou à Port-Cartier, où on a les tourbières, on fait des suivis. Cette industrie-là a restauré plus de 158 sites à travers tout le Canada, près de 10 000 hectares de milieux humides. Et ça me permet de faire des trajectoires. On a une base de données là, de 35 ans
qui est un peu unique au monde, puis on a beaucoup de demandes pour faire des méta-analyses, pour voir, là. Nous, j'ai un projet présentement avec des gens de la Belgique qui veulent savoir si on peut utiliser la télédétection avec les satellites Sentinelle-1 et Sentinelle-2 pour pouvoir évaluer les succès de restauration. Fait que ça, c'est... propagation, multiplication là, des petits prix pour la restauration écologique. Fait que c'est comme je vous dis, là, on fait beaucoup de travailler à comment produire des mousses en serre. Tu sais, je vous dis un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Fait que si jamais, c'est un peu en fonction de peut-être de parler de maillage. Et de production de petits fruits, comme je disais, en collaboration avec le CEB4. Puis j'en ai fait beaucoup avec une autre chercheure de l'Université Laval, Lynne Lapointe. Et dans le temps, là, avec le Centre Les Buissons, avec Christine Ness, sur la chicoutée. On a travaillé beaucoup sur la chicoutée. Restauration de perturbations minérales, fait que ce soit là, des sites miniers ou tout ça, c'est des méthodes qu'on a développées dans le Parc des Grands Jardins. Avec travailler seulement avec des plantes indigènes. Fait que ça, c'est peut-être ma marque de commerce, là, de travailler avec des produits locaux, seulement avec des plantes indigènes. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Vous voyez, 5 ans plus tard, ce qu'on peut avoir là, sur des sites qui étaient abandonnés au début des années 60 puis qu'il n'y avait rien qui repoussait. Là. Fait que, donc, c'est toute qu'est-ce qui se passe là, sur tous ces niveaux-là. Donc, voici, c'est à peu près ce que notre groupe de recherche font. Puis, on est prêt à collaborer, c'est sûr, avec plusieurs intervenants parce que vous avez des tourbières et vous avez des sites miniers en allant vers Fermont. Et puis, c'est notre spécialité. Merci beaucoup, Mme Lafare. Effectivement, qu'il y a quelques endroits en martant vers Fermont qui pourraient mériter d'être un petit peu plus revégétalisés pour ceux qui connaissent bien la route 389. Nous sommes rendus, il y a eu 4 présentations, 5 panélistes. Merci encore à vous 5. Mais là, on est rendu à la période de questions. S'il y a des gens parmi vous qui avaient des questions suite aux présentations que nous avons eues, juste vous remettre en contexte la manière dont on va fonctionner. On prendra 3-4 questions. Ça peut être des questions qui sont dirigées directement à une personne. Ça peut être une question qui est envoyée au groupe au grand complet. Pendant les 3-4 questions en rafale, nos panélistes vont pouvoir penser, réfléchir un petit peu à comment est-ce qu'ils structurent leurs réponses, qu'est-ce qu'ils pourraient répondre pour connecter ces questions-là ensemble. Et puis après ça, on pourra leur céder la parole à celui ou celle qui souhaite répondre aux questions. Bien important, puisque c'est enregistré aussi, je tiens à le dire, de parler au micro si vous avez une question, ce serait grandement apprécié. Donc, est-ce qu'on a une première question dans la salle, quelqu'un qui souhaite approfondir un petit peu plus un sujet? Oui. Vous pouvez y aller, monsieur, et vous après, en deuxième. Oui, bonjour. La question serait pour Mme Lynne Rochefort. Vous avez parlé des projets que vous faites. Je serais curieux de savoir un peu au niveau du carbone, pour voir un peu les impacts des tourbières et les mécanismes de récupération du carbone qui peuvent être mis en place. Là. Comment ça se comporte et qu'est-ce qu'on prévoit pour l'avenir là-dessus? Deuxième question, monsieur. Merci beaucoup pour votre question. Oui. La question, c'est plus pour Charles. C'est vous? Oui. C'est juste le titre qui m'intéresse. C'est impressionnant. Savoir du territoire. Est-ce que vous avez des territoires perdus? Ou bien, est-ce que vous avez des territoires que vous ne connaissez pas? Qu'est-ce qui vous a inspiré de choisir un précieux sujet? C'est ma question. Merci beaucoup. Puis, gardons la question est très pertinente aussi, même pour nos panélistes dans leur sphère de recherche. Donc, gardez-la en tête avec tout ça. Est-ce qu'on a une troisième question pour compléter, pour lancer cette discussion-là? Non? Oh, oui.
Donc, la question à propos de l'impact humain sur le transport de la tourbe en lien avec l'extraction qui en est faite dans des lieux qui, habituellement, il n'y a pas beaucoup de véhicules ou pas beaucoup de transport qui se fait. Et une dernière question avant qu'on vous lance, qu'on vous redonne le micro, chers panélistes. Moi, j'ai une question un peu plus générale. Je sais que, de base, faire de la recherche, c'est pas facile. J'aimerais vous entendre sur les défis principaux de faire de la recherche en région, puis où est-ce que vous en êtes dans votre résilience par rapport à ces défis-là? Si résilience il y a. Je pense qu'elle voit mes crises de nerfs à chaque semaine. Donc, on a quelques questions. Je vous vois griffonner, faire des liens. Je trouve un chemin à travers tout ça. Il y a plusieurs liens qui peuvent se faire. Vous pouvez faire des liens aussi entre les présentations que vous avez entendues entre vous. Je vous cède la parole. Qui souhaite commencer? OK, je peux commencer avec la question qui était assez technique, la prochaine, puis après ça, la question plus humaine là, par rapport à la tour. Quand on restaure les tourbières dans notre méthode de transfert de la couche mucinale, je vous dirais que ça nous prend 4-5 ans à reformer le tapis de mousse, le tapis de sphène avec toute la cortège des riz cassés, tout ça. En fait, on sait qu'en 5 à 10 ans, on retrouve 82 de toute notre biodiversité revient. Fait que ça, c'est parmi toute la restauration des écosystèmes, n'importe quel type d'écosystème, on a un des meilleurs taux de succès. Pour le carbone, c'était votre question sur le carbone, selon les sites, ça prend entre 9 à 12 ans à redevenir à nouveau un puits de carbone, la fonction de séquestration comme telle. Parce que quand on fait de la restauration puis qu'on remouille, on a un petit peu un boost de méthane, puis tu sais, le temps que tout s'équilibre, là, fait que c'est 9 à 12 ans, puis il en reste, là, il peut rester 1 mètre, 2 mètres de tour quand même, qui continue aussi de se décomposer, fait que ça te prend assez épais du tapis puis de productivité pour que ça compense, pour ce qu'on continue de perdre. Une tourbière naturelle va toujours aussi se décomposer. Elle cumule, se décompose. C'est ça qui... Fait que ça prend 9 à 12 ans. Puis on sait que ça va nous prendre à peu près... Ça prend 20 ans, avec toutes les simulations qui ont été faites, là, à avoir vraiment un effet de refroidissement sur le climat. C'est que vraiment, là, le fait de forçage, d'interaction, il y en a qui ont travaillé, là, des modélisateurs, là, plus à McGill, sur ce côté-là. Le côté transport, ça, c'est vraiment une question de société. À un moment donné, ça sortait la tour par bateau. Ça partait par bateau. Mais il y a des choix de société que les gens veulent des produits vite ou que ça va par ça, je suis moins compétente à savoir. Mais définitivement, c'est quelque chose que je sais que l'industrie regarde beaucoup parce que c'est quand même le transport, dans un cycle de vie, c'est ça qui est le plus taxant en émissions de carbone aussi, là. Puis il essaie de vraiment travailler sur un modèle de gestion qui est plus responsable et qui est plus zéro. Mais définitivement, la région ici, elle serait bien placée pour que ça sorte, que ça s'en aille au Japon. Parce que c'est sûr qu'il faut penser que 85 de la tourbe qui est toute produite va aux États-Unis. Il y en a 10 au Japon, puis un autre 5 c'est très peu. On en utilise un peu, là, mais pas tant au Canada. Là. Ça c'est des données canadiennes. Ce qui est intéressant de ce méthode-là, par contre, c'est le côté, c'est que ça enlève la poussière. Si on regarde de l'autre côté, à Pointe-Lebel, où il n'y a pas cette méthode-là, le sol, la mousse est nue toujours, ben là, ça a un effet de poussière, parce qu'avec cette méthode-là, ça enlève ça. Oui, puis je peux vous dire que cette industrie-là s'est engagée à tout restaurer, tout ce qui n'est plus en exploitation. Puis l'autre méthode, ils ont testé à Pointe-aux-Trembles, mais ils ont testé des grands sites à Pointe-Lebel aussi, puis ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Là. Fait que, pour ça. Là. C'est sûr, on est tout en train d'évaluer l'impact sur les amphibiens, les grenouilles, les oiseaux. On est toute une équipe, puis le carbone, puis on est en train de tout évaluer ça. Là. Mais peut-être là, pour les autres questions.
Juste un petit rappel, l'importance de parler dans le micro. Puis même pour les gens dans la salle, ceux qui ont des questions, je vous invite à vous lever juste parce que c'est enregistré. On va peut-être vouloir en faire un petit podcast par après. Donc s'il y a des moments de silence parce qu'on n'entend pas la personne au micro, c'est un peu plate de perdre toute cette conversation-là qui fait partie de la richesse de tout le savoir qui se développe ici en Manicouagan. Une autre personne qui souhaite poursuivre les réponses? Oui, OK, cool. Je pense qu'on me regarde. Il semble que je m'entends dans le micro, mais merci. Non, c'est bon, c'est bon. En fait, clairement, je suis pas un expert de l'auto. On me regarde les mains puis on me regarde la face, on le devine assez vite. Mais je pense que je peux parler sur l'isolement de travailler ici. Je pense que faire la recherche en région, c'est un peu... il n'y a pas énormément d'expertise là-dedans ici. Il n'y a pas nécessairement de communauté de recherche full approfondie. Il n'y a pas de club social de chercheurs, on ne va pas se le cacher. Mais d'un autre côté, il y a aussi le fait d'avoir une méga bulle. Je pense que tu arrives ici, versus à Montréal, où à chaque fois que je vais à Montréal pour une conférence, disons, je m'en vais dans le métro, je réalise que tout le monde a comme un visage de... Puis comme tout le monde est genre un peu dans son propre univers. Alors qu'ici, on est comme un peu dans notre propre univers, mais aussi on a comme un sens de communauté qui n'est pas très approfondi en recherche, mais à l'extérieur de ça, il y en a une communauté. Fait que c'est ça. Je pense que comme le fait d'être en région, c'est super rassembleur sur certains aspects. De l'autre côté, en termes de recherche spécifiquement, c'est quand même très... c'est pas aussi facile de collaborer et d'avoir des idées. Je pense qu'il faut comme que tu sois... Ça te demande une certaine indépendance sur la génération d'idées en particulier. Tu n'as pas un laboratoire avec lequel discuter. Je pense que dans mon cas, mon laboratoire est à Québec ou à Montréal. Donc, c'est ça. Je pourrais peut-être poursuivre. Alors, je continuerai sur le même ton que mon collègue Alexandre. Dans le sens, vous savez, ici, l'antenne de l'UQAR à Bécomo, 2 professeurs en administration, 2 en travail social, 2 en éducation. Ça arrête là. On n'est pas plus. Moi, mon unité départementale est à Lévis. Et je connais mes collègues que par le Zoom, je ne les ai pas rencontrés en présence. Et on échange ensemble 1 fois par mois. C'est à peu près ça, ma communauté de recherche. Ce qui est tellement intéressant, parce que vous le savez, hein, devant un non, il y a un oui qui est toujours là. Alors, quel est le oui? C'est l'ouverture à la communauté. Et je fais un lien avec ce que mes collègues parlaient en début de colloque, c'est-à-dire du fait de se tourner vers la communauté nous oblige à travailler avec, par et pour la communauté. Au lieu de développer dans notre laboratoire ou dans notre tête ou avec les livres, on travaille avec les gens. Alors moi, je fais partie de la table de partenariat des organismes communautaires. Écoutez, je suis toute nouvelle dans la région, nouvelle dans mon emploi à l'université, depuis le 1er août seulement, et la quantité de gens que j'ai rencontrés et qui sont intéressés par la recherche, qui me demandent de participer, c'est extraordinaire. Il y a une ouverture. Les gens sont contents que l'université arrive, puis qu'on pose des questions, puis on s'intéresse à leurs réponses. Qu'est-ce que toi t'en penses? C'est d'être à côté de la personne et non pas devant. Alors moi, je trouve, franchement, j'apprécie que mes collègues soient à Lévis et non pas ici à Rimouski. Et j'apprécie tellement que les collègues que je rencontre à tous les jours soient des profs en administration et en travail social. C'est pas des gens en éducation. Et ça, c'est d'une richesse extraordinaire parce que moi, comment je conçois ma propre lecture, comment je conçois un cours, bien, ils le conçoivent autrement. Et c'est ce croisement-là des perspectives qui rend très riche. Alors, je suis en train de faire l'éloge de la différence. Hein? Merci. Je vais pouvoir rebondir sur la thématique de la conférence, mais également du colloque « Savoir au pluriel et territoire ». Il y a un lien, il y a un maillage entre les savoirs au pluriel et le territoire qui peut être au singulier, mais également au pluriel. Là, on l'a conjugué au singulier parce qu'on voulait avoir son unicité. Mais je pense que les exemples concrets de présentation qu'on a eus démontrent bien que le savoir est pluriel et répandu sur le territoire sous différentes facettes. Mais je ne pense pas qu'il y a un savoir qui a été disparu. Je ne pense pas qu'il y a un savoir caché. Je ne pense pas qu'il y a un savoir qui est allé chercher ailleurs. Il est déjà présent. C'est avec
les personnes qui ont les connaissances, les compétences par leur expérience, leur bagage, leur vécu. Là, c'est de plus en plus ça aussi la recherche puis les chercheurs. C'est pas seulement un processus académique qui amène à un titre de chercheur qui nous amène après ça à faire de la recherche. C'est vraiment des expériences, un passé qui construisent une vision de recherche qui se répercute dans les savoirs. Puis on le voit bien là avec des sujets variés, différents, des thématiques différentes. On parle de restauration de sites de tourbières perturbées, on parle d'intelligence artificielle, les monts Wapishka, qui a malgré tout peut-être des maillages ou des questions transversales. Fait que je n'ai pas nécessairement l'impression qu'il est disparu, il faut juste puis même pas le redécouvrir. C'est juste de tasser la petite couche de mousse. Je vais faire l'analogie avec les mousses, puis les lichens, les érelles, puis il est présent. C'est seulement d'être conscient qu'il est parmi nous, et de s'intéresser, puis d'amener la communauté, les communautés, les milieux, sous toutes leurs formes, à être intéressés par ces questions-là, pour eux et par eux, en tant que tels. Je laisse la place au panel. C'est ça. Écoute, merci, Charles. Moi, je veux poser aux filles en même temps, on parlait pour le choix du sujet, puis j'étais intéressée à savoir si dans tous vos indices de biodiversité, ça incluait les mousses. Non, on a choisi de ne pas inclure les mousses, malheureusement. Mais c'est ça, là, c'est que dans la perspective de fitter ça dans une maîtrise, on a fait le choix dès le départ d'exclure malheureusement les mousses. Parce les lichens aussi? Oui, les mousses et les lichens ont été exclus, seulement les plantes vasculaires. Mais oui, sinon, on s'y perdait là, dans les mousses. Là, ouais. Mais moi, je peux rebondir dans la question qui a été posée dans les défis de la recherche en région éloignée. Nous, pour répondre plus à la question au niveau technique, pratique du terrain, nous, on trouve que pour faire de la recherche sur le terrain en milieu isolé, c'est difficile d'accès, c'est ça le concept. Là. Bien, ça prend beaucoup de préparation, c'est souvent plus de coûts, c'est isolé, mais souvent il n'y a pas d'infrastructure, il faut trouver une autre manière de faire. Là, c'est le fun avec les monts Wapishka, on a pu loger nous on appelait ça le dôme, là, soit la station d'urgence / recherche. Un peu cowboy, c'était le fun. Mais à d'autres endroits, il a fallu se faire un camp de base. Donc, ça prend d'autres compétences de survie, de planification. Donc, il y a tout ça à prendre en considération, mais c'est un point négatif qui apporte beaucoup de connaissances qui sont quand même très intéressantes à avoir parce que c'est des connaissances qui sont difficiles d'accès et donc qu'on n'a pas encore acquises souvent. Là. Ouais. Pour rebondir un peu, là, mais ça a bien fait que tu parles de la logistique parce que j'étais partie à la logistique dans ma réflexion. Je me suis dit, ce qui me marque en fin de parcours, c'est que, oui, l'accès aux régions éloignées m'a forcé à m'adapter puis à toffer ma résilience. OK, la maîtrise s'allonge de ce côté-là. OK, on a plus de travaux à faire de ce côté-là. Fait qu'il y a eu de la résilience puis de l'adaptation qui a été nécessaire pour moi. Puis là, on sort d'un autre colloque avec la communauté Innu de Pessamit. Puis je suis toute en train d'être dans des réflexions de pourquoi que c'est en fin de parcours que je me rends compte que là, ça m'a pris une difficulté d'accès au territoire pour me forcer à ralentir. Puis on avait des objectifs d'être plus en contact avec la communauté. Puis je me dis, on devrait peut-être... En tout cas, je suis dans mes réflexions, le métier de ralentir, d'être plus en contact avec la communauté. OK, ça a été dur d'avoir accès, puis c'est l'accès au territoire qui nous a des fois fait... On voulait faire tout notre terrain en un été, on l'a fait en 2 étés. Mais pourquoi en 2 étés, on s'est pas reviré de bord, on va prendre le temps d'aller voir la communauté, on en parle tout le temps, on n'a pas été assez souvent comme on voulait. Fait que c'est là-dedans, on a été forcé à s'adapter, à être résiliente. Puis je pense qu'on aurait pu aussi adapter aussi nos objectifs en fonction de ça aussi. En tout cas, tout ça se mêle là, parce que je trouve qu'on a... Dès que ça a été une difficulté de terrain, on s'est reviré de bord, on a changé ça, mais je me dis, crime, on aurait pu faire ça puis prendre le temps d'aller voir plus la communauté. T'sais, on l'a fait, mais c'est ça, j'en ressors dans ces réflexions-là en ce moment. Ouais, ouais ça peut inspirer. Yes, non, mais en fait, tu m'as donné le parfait, c'est oui. Là, je sais pas quand est-ce que je parle de ça. Je suis désolé. Pardon? Il marche, clairement, il marche. Menteuse. Il me sabote. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est, je pense que, tu sais, c'est ça, malgré tous les défis, je pense que, tu sais, notre travail en tant que, puis là, je vais dire chercheur, je suis genre au doctorat, là, je me considère pas du tout comme un chercheur parfait, là, mais en voie de...
Mais notre sécurité d'emploi, en fait, c'est de virer ces défis-là en opportunités. Là. Je pense que c'est ça qui nous définit un peu, là, à tort ou à raison. Fait que je pense que d'avoir ces défis-là, admettons, pour moi, c'était l'isolement, puis genre d'avoir personne dans ma communauté, c'est aussi de dire, ben comment est-ce que je peux me valoriser, moi, en tant que chercheur ici, puis c'est là, je parle de des projets qui sont très loin de nous, là, tantôt, là, avec l'astrophysique, là, on s'entend, on est sur comme même pas notre planète, là. Mais après ça, comment est-ce que ces compétences-là peuvent être utilisées pour le milieu, puis améliorer, parce que je pense que la Côte-Nord, en particulier, on est déconnecté en termes de savoir et de compétences. Là, sur certains aspects, là, certainement, on est très bon sur d'autres aspects, mais je pense que c'est ça. En tant que chercheur, on peut se dire qu'on a une capacité de transformation puis de l'appliquer ici. Moi, j'avais une question. Je voulais savoir votre opinion. Et vous, parce que la divulgation de la science ou le rayonnement de nos études, ça fait quand même partie... c'est la partie finale, mais ça fait quand même partie de la recherche. Puis c'est souvent une partie qui est oubliée. Fait que je me demandais, vous, c'est quoi vos opinions quant à la responsabilité des chercheurs à faire rayonner votre recherche ou à rendre accessibles vos recherches? Je pourrais peut-être commencer. Vous savez, j'étais gênée de vous parler de la pomme et la grenade. Très gênée. Je me disais, ça ne fait pas du tout scientifique. Et pour moi, ben c'est ça aussi, faire de la recherche, c'est de penser vulgarisation. Et moi, je me souviens toujours, ma mère, elle aimait beaucoup lire le Publisac, puis elle me disait, c'est donc plate, je te lirai jamais dans le Publisac. Là, ça m'est toujours resté en tête parce que je me disais, si j'écrivais dans le Publisac là, mes résultats de recherche, comment je le transférerais? Comment j'arriverais à le simplifier? Et c'est là que j'ai développé beaucoup ce côté-là métaphorique. Tu sais, la pomme, la grenade, puis je pense dans toutes mes recherches, j'ai toujours essayé de schématiser. Mon postdoc, c'est un parallélogramme, 6 mots, 2 figures. Essayer de simplifier ça au maximum, des petits mots autour. Pour moi, c'est ça. Puis c'est ça que j'aime de la Côte-Nord, c'est qu'il faut, dans le processus de la recherche, là, tout ce qui est vulgarisation, on devrait mettre vraiment l'emphase sur la vulgarisation. C'est important. Parce que les gens, ils aiment ça, entendre du nouveau, ils aiment ça, entendre nos solutions, mais il faut qu'on soit accessible. Puis pour moi, je trouve le côté métaphorique, c'est une façon très, très simple d'y arriver. Moi, je pense que je me suis toujours fait dire par ma directrice. C'est une chance qu'elle est là. Tabarouette, hey, qu'est-ce que je fais? C'est l'expérience. Ma directrice m'a toujours dit, raconte-moi ta recherche comme si tu le raconterais à ta grand-mère. Parce que, tu sais, au final, on a tout comme un bandwidth assez limité. Puis je pense qu'au final, c'est une science qui ne s'explique pas, se dissémine pas, se perd. Fait qu'au final, ton doc, il a bien beau être super savant, tu as bien beau être le meilleur génie du monde, là, si personne ne comprend, man, ça sert à rien. Parce qu'il n'y a personne qui va comprendre, le reproduire, ou bien après ça, travailler par-dessus. Fait que je pense qu'au final, c'est... si on fait une chose, c'est ça qu'il faut faire, right? Je pense qu'on s'approprie quelque chose, on se permet de perdre la magie dans notre recherche, de voir un sujet super magique, de comprendre tout, puis après ça, de ne pas démystifier ça pour quelqu'un d'autre. On a mis des années là-dessus, puis si on ne le transmet pas, on n'a rien fait. Là, en fait. Il n'y a personne qui trace pour nous, là, qui prend des notes sur notre domaine, sur notre trajet à part nous. Fait que, à quoi ça sert? Ouais. Et moi, je pourrais dire qu'en tant que directrice de recherche, c'est quelque chose qui me préoccupe. C'est peut-être pas toutes les personnes, mais chaque étudiant, je me demande c'est où des bons forums, c'est où tel webinaire, telle affaire avec Environnement Canada. Je leur organisé, hey, le ministère de l'Environnement, écoutez, là, je pense que vous aimeriez beaucoup ces résultats-là, puis hop, ils organisent une réunion. Et de décider, bien, j'ai aussi un agenda comptable, là. Un étudiant maîtrise égale une conférence, un étudiant doctorat, 2 conférences internationales, maîtrise nationale, parce qu'on a des budgets aussi. Mais disons que je pense qu'il y a une part avec l'étudiant de s'asseoir puis de voir selon ce que la personne veut faire aussi plus tard, bien, de les envoyer dans un bon forum. Fait qu'il y a une partie que c'est un peu nous autres à discuter, là, selon ce que vous dites, comment diffuser.
Puis quitte à l'envoyer, j'ai des thèses que j'ai envoyées même directement à Alexandre Shield, au Devoir, puis voici, on vient de trouver ça, l'impact des golfs sur les tourbières, ou l'impact des cannebergières sur les tourbières, ou des choses comme ça. Fait que ça, c'est un peu... discutez-en avec vos supérieurs, puis voir comment le mettre sur tout ça. Venez présenter au Centre d'études nordiques. Jeanne, est-ce que tu voulais compléter la réponse? Ou... C'est ça, parce qu'on se fait souvent dire de faire rayonner notre projet. Tu as tellement travaillé fort, fais-le rayonner, mais je trouve que c'est encore plus mobilisant de se dire rends-les, donne la connaissance, partage-la. Je ne sais plus qui a dit « evidence is management », je ne sais plus si c'est Luc aujourd'hui qui a dit ça tantôt, mais c'est ça. Plus on a de preuves, plus nos connaissances vont être mobilisées, puis vont être mises en œuvre, puis Fait que c'est ça, c'est au-delà de juste dire hey, « je veux faire rayonner ça sur quoi j'ai travaillé fort », il faut au moins que tu fasses un colloque avec ce que tu as fait. Oui, au-delà de ça, j'ai le désir que ça se rende. Là. Au-delà de faire un colloque, je vais me donner l'objectif d'aller contacter, d'aller cogner directement dans des médias si c'est ce que ça me tente, mais d'aller contacter des organisations. Fait que moi, c'est ce que ça résonne en moi. Ouais. Oui, yes. Sur un autre sujet, parce qu'on avait une question sur les défis de faire de la recherche en région. Moi, je suis externe. Maintenant, je suis à l'Université Laval. Je dirais, j'ai vu un changement... mais les jeunes, les étudiants de la ville, OK, je ne vous parle pas, là, vous êtes allés partout, puis Charles est allé dans l'Arctique, on a travaillé dans l'Arctique, tout ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens de la ville qui maintenant ne veulent pas partir longtemps de la ville. Ils ont leur chum, ils ont leur réseau social, puis moi, je trouve que le recrutement d'étudiants qui veulent travailler en région éloignée, moi, je suis toujours prête à le faire, mais c'est plus aussi facile, là, Fait que, tu sais, même puis ici, là, on les met pas dans des tentes, là, notre face à terre, là, comme on était dans l'Arctique, là, mais tu sais, on loue des maisons, puis bon, c'est ça. Fait que c'est un côté... Donc ça, c'est un côté que vous vivez avec les étudiants? Présentement. Tu sais, là, il faut tout que je planifie de venir faire de la recherche dans des bouts de 1 semaine, 2 semaines, puis là, ils reviennent, puis après ça, hop, mais avant, c'était... Tu t'en vas tout l'été, là, Qu'est-ce qui transforme ça, à votre avis? Les habitudes de vie des gens en ville, je ne sais pas, là, les jeunes, de la manière que... dis voilà, toi, tu es plus jeune. J'aimerais le savoir, mais ce n'est pas par manque d'intérêt de la recherche, c'est juste les processus de recherche qui, à votre avis, ça risque d'avoir un impact sur les différents projets qui sont en cours, si de moins en moins de personnes veulent se diriger en territoire isolé et tout ça. Et de moins en moins de jeunes ont le permis de conduire aussi. Maintenant, c'est rendu, moi, c'est un critère de recrutement comme étudiant gradué. Parce que c'est un problème si la personne ne conduit pas. Mais pour travailler en région éloignée, c'est dur, là. Ici, tu n'as pas le train, là. La semaine passée, je t'ai fait un forum comme ça. J'étais à Ottawa, j'étais en train, mais pas ici. Ça fait partie des difficultés d'accès en région, un peu comme on l'a évoqué, là. Puis je me souviens de différentes anecdotes qui sont arrivées à la station logistique. Ça vient avec tout un bagage de connaissances nécessaires, puis d'apprentissage aussi sur le lot. Parce que des fois, on essaie des choses, puis ça ne fonctionne pas du tout, mais des bons souvenirs. Moi, j'ai envie de vous emmener vers les dernières questions, un autre sujet, parce que c'est un sujet de l'heure un petit peu, l'intelligence artificielle. On en parle en bien, on en parle en mal. Pour ceux qui le savent, j'arrive d'un pays où on a fait une conférence où la Chine parlait de l'intelligence artificielle comme étant une technologie qui pouvait sauver l'environnement, nous sauver des enjeux des changements climatiques. On est habitué d'entendre parler de la recherche en environnement pour mieux le comprendre. Moi, je suis curieux de votre avis en ce qui concerne l'intelligence artificielle, au service de l'environnement. Grand sujet à débat. Je suis curieux d'avoir vos impressions. OK, cool. Je pense que quelqu'un qui s'y connaît, je pourrais, comme néophyte, je pourrais, comme quelqu'un qui ne connaît rien, mais je vais te répondre quand même. Non, mais c'est facile d'avoir une opinion. C'est parfait. Puis surtout sur ces sujets-là, je pense que notre société a genre une capacité phénoménale à se dire « Ah non, mais il y a comme un génie, comme genre Yoshua Bengio, qui va comme inventer quelque chose qui va nous sauver. » Au lieu de mettre en place les mécanismes maintenant pour éviter que ça arrive, comme on devrait peut-être faire. Fait que je pense que
l'IA peut certainement, tu sais, je pense que l'IA, c'est destructeur de l'environnement au coton, surtout aux États-Unis avec les fermes, les data farms. Spécifiquement, il y a une madame qui travaille à Hugging Face, j'oublie son nom maintenant, mais en tout cas, elle a comme développé une métrique de genre, en fait, comment traduire la quantité de calculs que tu fais avec un serveur en une métrique de combien de CO2 tu as émis, qui fait combien de voyages d'auto tu aurais fait. Super bonne chercheuse. En fait, elle va être à Québec la semaine prochaine si vous y êtes. Fun fact. Mais oui, c'est ça. Fait, au final, il y a du travail qui se fait dans cette veine-là, mais à mon avis, c'est que l'IA peut être utilisée pour développer des technologies intéressantes pour l'environnement, puis toutes ces affaires-là, je pense qu'on le voit avec la découverte de nouveaux matériaux, de nouvelles molécules, etc. Ça s'applique un peu partout, c'est un truc qui est super universel. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que au final, on n'est pas obligé d'en arriver là pour se sauver la peau. On pourrait vraiment mettre en place des mécanismes dans la société qui nous permettraient de ne pas avoir besoin de l'IA pour nous sauver les fesses, en fait, surtout en termes de changement climatique. Là. Merci, Alexandre. Moi, c'est l'utiliser ou pas, le permettre ou pas avec les étudiants, dans le domaine de l'enseignement. Puis, fait que oui, il y a des considérations là, climatiques, mais moi, c'était plus, tu sais, moi, je suis une vieille prof qui connaît rien dans là, mais je vais-tu commencer à... J'ai dit non, OK, on embarque. Puis, tu sais, j'ai dit, tout le monde va travailler avec ça. Maintenant, en tout cas, beaucoup de mes étudiants travaillent avec ça pour améliorer le texte, pour... je ne sais même pas tout ce qu'ils font, mais... mais, tu sais, faut quand même... prévoir. Fait que j'ai décidé, moi j'ai commencé juste cette année, 1er septembre, je suis rentrée en classe, puis j'ai dit, j'espère que vous avez tout amené vos téléphones, tous vos cellulaires, toutes vos tablettes, vous avez le droit à tout, les examens, tout va être ouvert, tout va être... Parce que, tu sais, j'ai appris une chose que l'IA n'est pas encore très, très bon, là. C'est de faire des schémas conceptuels. Fait que là, vos examens sont des schémas conceptuels, ça, puis va les expliquer, puis tout ça, tu sais. Fait qu'il faut penser à d'autres moyens, d'autres... Même si je ne suis pas spécialiste, ben, je vais essayer de voir comment est-ce que je m'en sors avec ça. Ben moi, concrètement, tu sais, mettons, dans des espèces de comment réaliser un doctorat, une maîtrise, je pense que l'intelligence artificielle est pas tout le temps bonne. Puis, quand elle est bonne, elle peut nous aider à réaliser plus d'analyses plus rapidement, puis faire plus de travail en le même nombre de temps. Fait que je pense que c'est un outil qui peut nous aider en sachant ses failles. Oui, qui peut... C'est ça, tu sais, dans le temps, autrefois, quand on avait moins l'ordi, je sais que mes directeurs de maîtrise, eux, ils faisaient une analyse, puis ça l'égalait à une maîtrise. Maintenant, on est capable de faire plusieurs analyses, puis ça équivaut également à une maîtrise. Fait que je pense qu'on chemine vers cette voie-là avec l'intelligence artificielle. Ça fait juste accélérer tout le temps cette productivité-là. Mais je me sauce pas plus que ça avec l'intelligence artificielle. Ouais, on dirait que c'est plus accepté quand c'est des tâches comme du codage ou des choses comme ça que quand c'est de l'écriture. Là, ça devient plus compliqué. Puis, en tout cas, nous, on peut se dire, OK, on a fait notre bac sans ça, fait qu'on est comme confiante dans notre intelligence. Fait que, tu sais, quand on pose des questions à des IA, puis on voit les erreurs, on est comme, phew, OK, il y a encore des erreurs dans les raisonnements. Mais pour ce qui est du codage, moi aussi, j'allais dans cette réflexion-là. On parlait à Marianne, ta collègue, puis on comparait nos durées de maîtrise. Elle a fini comme quelques années avant nous, puis les temps qu'elle a passé à chercher une erreur dans un code pour faire une analyse. Puis cette analyse-là, j'ai fait 3 fois dans la même journée, puis c'est ça, là, c'est juste de ce côté-là, je pense que c'est plus accepté là, dans la recherche. Là. Ouais, moi aussi, je pensais à ça. Alors, je vais terminer. Au niveau personnel, ça m'a pris plusieurs années de vie avant de penser par moi-même. J'ai été longtemps où je faisais ce qu'on me disait, où je réfléchissais dans le sens commun. Mais de commencer à penser par moi-même, plus je développais ma pensée, plus j'avais du plaisir à penser par moi-même, puis à approfondir, puis à faire des liens, puis à développer ma propre toile mentale. Ce plaisir-là de penser par soi-même fait en sorte que j'ai moins le goût d'utiliser une machine qui va penser pour moi. Alors moi, je souhaite
moi qui suis en éducation, qu'on donne le goût de penser par soi-même le plus tôt possible. Je suis platant, j'en rajoute encore. Je pense que ce que je vous inviterais à considérer, c'est deux choses en fait. Un, c'est parce que je me souviens tranquillement là, de ta question qui était sur l'environnement. Je pense que, tu sais, de manière plus concrète, l'IA, j'ai un collègue, c'est dire grand-chose, mais un chercheur à l'INRIA, Lille, en France, qui tente d'optimiser des procédés en agriculture pour être justement plus efficace avec les peu de ressources qu'on a. Tu sais, on n'est pas dans le post-scarcity world, on a comme une quantité limitée de ressources, donc de les utiliser de manière plus efficace, l'IA peut certainement aider là-dedans. Ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose que je veux dire avant, comme peut-être qu'on passe à d'autres choses, c'est considérer qu'il y a un coût réel climatique à chaque fois que vous demandez à ChatGPT de vous produire une réponse. Puis ce coût-là, il est quand même plus grand qu'on le pense. Je n'ai pas les chiffres, là, mais c'est peut-être, je sais pas, là, une ride de Bécomo Québec là, en auto. Fait que je pense que, puis déjà que Google n'était pas nécessairement super efficient non plus là, en termes d'énergie, je pense que ça vaut la peine de le considérer. Est-ce que vous êtes capable de répondre à votre question avec juste Google déjà? Est-ce que vous êtes capable de répondre à votre question avec juste votre pensée, de un? Je pense qu'avant même de demander à Google, right? Ça coûte $0, ou $0 si on transmet ça en truc climatique, peut-être zéro effet de serre, peut-être. Maintenant, Google, c'est peut-être une certaine quantité d'effet de serre, puis ChatGPT, c'est comme 100 fois pire que Google. Fait que je pense qu'il faut vraiment considérer, on a comme une folie avec l'IA générative en ce moment, puis oui, c'est fantastique, oui, c'est super puissant, mais tu sais, c'est pas magique, là. C'est une machine à dépendance statistique, là. Si vous avez déjà utilisé un Excel, vous avez fait une bande de points, puis vous avez fait une ligne, l'IA générative a appris à peu près comme ça aussi à faire ces affaires-là. C'est pas... il n'y a pas de capacité de raisonnement, il ne sera pas plus intelligent que vous autres, il est juste bon dans ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu, c'est l'entièreté d'Internet, c'est énormément de choses. Mais si vous lui demandez des affaires, notamment en recherche, il va se planter bien raide parce que la recherche, c'est de facto novateur. Right? Fait qu'il n'aura jamais vu ça, c'est hors de sa distribution d'apprentissage, donc il va être pourri. Fait que pensez à ça avant genre de commencer à poser vos questions. C'est-tu quelque chose qui est, un, évident, deux, est-ce que je peux le trouver avec Google à la limite, à la seule limite, c'est tout ça. Puis en dernier recours, ChatGPT, mais tu sais, qui a vraiment besoin de ChatGPT? Je vais l'utiliser pour accélérer, me sauver peut-être 2 semaines de travail, puis ça, je me dis, c'est plusieurs allers-retours de Bécomo au Québec. Je me dis, ça vaut la peine. Mais avant ça, c'est non. Je le constate même pas. Fait, en tout cas, c'est ça. Très grand sujet, l'intelligence artificielle, les impacts environnementaux, les impacts sociaux, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Assurément, différentes visions aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait d'autres questions de la part de la salle pour nos panélistes? Moi, je suis vraiment très, très néophyte, là. C'était par rapport à la flore, là. Qu'est-ce qu'on doit considérer au niveau de la colonisation d'une montagne qui n'a jamais eu d'arbres? Ça veut dire quoi pour la suite? Y a-t-il des choses à préserver au niveau des savoirs qui vont être perdus parce qu'il va y avoir une nouvelle colonisation? Je suis vraiment néophyte, hein? Mais j'essaie de me dire, c'est quand même pas rien qu'un endroit où il n'y a jamais eu d'arbres, tout d'un coup, il va y avoir une forêt. Ça signifie quoi pour les chercheurs que vous êtes? Bien, c'est une très bonne question. On se la pose souvent, nous autres. On regardait nos résultats, puis on était comme, on panique-tu ou on panique pas? Puis finalement, on panique pas pantoute. Parce que, dans les 6000 dernières années, il y en a eu là, des variations du climat. Puis, jusqu'en 2100, ça se peut qu'on ressent, les réchauffements du climat en forêt boréale ressemblent à des choses qui ont déjà existé. Puis ça ne s'était pas colonisé à ce moment-là. Fait que, avant que les monts Wapishka vraiment se colonisent, là, ça prendrait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Fait qu'on n'est pas stressé à ce niveau-là, mais on peut commencer à se poser ces questions-là, ça c'est sûr, puis de voir vraiment, là, de se poser des questions critiques sur qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on veut protéger, mais on n'est pas en stress à ce moment-là. Je ne sais pas si tu avais des choses à... Oui, c'est des bonnes questions qu'on... Ouais. Bien, en ce moment, qu'il y ait de la flore... C'est plus, en ce moment, c'est particulier parce que c'est un écosystème qui est plus nordique, on peut dire. Puis, comme que Jeanne l'a dit, on pense qu'il va rester comme ça. Effectivement, s'il y a ici, il y a des arbres qui s'en viennent, ça va être la compétition. Fait qu'éventuellement, peut-être que, mais tu sais,
on n'est pas rendu là encore à dire ça, mais ça fait partie des scénarios possibles. Mais c'est pas celui qu'on pense qui est en numéro 1. Fait que ça ne nous inquiète pas pour le moment. Ça va être sur du très, très, très ouais, exact. long terme. Je pense pas qu'on va le voir de... Et on ne le verra pas de nos yeux et de notre vivant. J'ai une dernière question pour vous 5, exactement, pour clore ce panel-là. Vos projets de recherche sont en cours ou se terminent. Qu'est-ce qui vous attend dans la prochaine année en lien avec ce que vous faites en ce moment dans votre carrière de chercheur, dans votre carrière d'enseignant, en une phrase, 2 phrases environ, savoir qu'est-ce qui est la suite pour vous? Moi, c'est facile, c'est la préoccupation, je pense qu'il n'est peut-être plus là, le monsieur, mais les feux de forêt. Moi, l'augmentation de la relation, de la fréquence des feux de forêt, la relation entre les feux et comment ils rentrent de plus en plus dans les tourbières, puis qu'ils brûlent les tourbières, puis l'impact sur le carbone, les émissions de carbone. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose que on se doit, le Canada, et je vous dirais, mais je vais vous le dire quand même, là, je vais essayer de collaborer quand même avec une couple de chercheurs là aussi, parce qu'on a 67% des tourbières sont en Russie, puis les tourbières brûlent aussi. Et ça met toute la Mongolie, puis bien du monde dans fumée longtemps aussi. Fait que, c'est bon, l'environnement, il va avoir une planète demain. Oui, on a des problèmes présentement avec la guerre, mais je pense qu'il faut continuer de travailler en environnement, puis avec les jeunes, puis quand même passer à notre planète pour demain. Fait que ça me préoccupe beaucoup, là, les feux de forêt, de la forêt boréale, puis qui rentrent dans les tourbières. Pour moi, il y a d'autres projets de recherche dans la chaire de recherche. Donc, présentement, il y a des projets que d'autres représentantes de la chaire sont ici qui continuent de chercher. Fait qu'il y a des projets sur le boulot encore dans la Manicouagan. Peut-être que Léa viendra présenter l'année prochaine ou Alice. Il y a la dispersion sur l'érable qui est plus en Abitibi. On a plein de beaux projets qui s'en viennent pour la prochaine année. Oui, donc contrairement à Ariane, moi, j'ai pas tout à fait fini mon projet de maîtrise, donc je prévois activement terminer ça. En ce moment, je suis vraiment en lien avec le Centre d'études nordiques. Là, je suis à l'emploi du Centre d'études nordiques, donc mon but, c'est de continuer à élever la recherche dans les milieux plus difficiles d'accès. Je trouve qu'il y a un beau défi là-dedans, puis il y a un beau contact avec les communautés aussi. Donc, je m'enligne là-dedans, on va voir pour la suite, mais la prochaine année risque d'être le fun. Ben, moi, en fait, je travaille toujours dans l'exploration dans les espaces difficiles. Non, en fait, je pense que concrètement, oui, je m'attaque quand même à des problèmes relativement théoriques, là, mais ces problèmes-là, ils ont quand même des applications intéressantes en pratique. Je pense que dans la prochaine année, ce que j'aimerais, c'est justement avoir quelque chose qui est plus transformateur. Je pense que mon domaine il est très axé vers ce que le capital voudrait bien qu'on fasse, c'est-à-dire Meta, Google, etc. Je voudrais faire quelque chose de transformateur pour ma communauté, idéalement. Fait que je pense que, en termes d'application, la théorie, le reste, vous vous en foutez, là, ça c'est mon dada, mais c'est ça. Et pour moi, alors peut-être que vous avez vu à la table tout près, il y a un sondage. Alors j'ai mis avec ma collègue en plan un sondage, puisque je viens d'arriver et que mon mandat est de mettre en plan une formation en éducation, que ce soit au niveau de la maîtrise, du baccalauréat, d'un certificat. Ça va dépendre des résultats du sondage. Alors, je vous invite à le partager généreusement. Il est ouvert à l'ensemble de la communauté nord-côtière. Alors, le sondage est là. Je m'attends à ce que d'ici la fin de l'année, il va avoir commencé la compilation des résultats en 2026. Et après ça, on peut s'attendre peut-être qu'à l'automne 27, qui est un programme selon les résultats du sondage. Ça, c'est le premier élément. Comme vous le savez, un professeur d'université, à la fois, ça fait de la formation, ça fait de la recherche et aussi un apport à la communauté. Alors, pour la formation, je viens d'en parler. Pour la recherche, je suis vraiment impliquée dans un projet sur les compétences du futur. Et j'ai même sollicité quelques-uns d'entre vous pour dire, est-ce que dans votre organisme ou votre entreprise, vous aimeriez que j'aille là pour faire l'évaluation des postes de travail selon les compétences du futur, puis d'établir un écart et de faire de la formation. Compétences du futur, tantôt je parlais de l'éloge de penser par soi-même. Alors on pourrait dire qu'ultimement, les compétences du futur, c'est d'amener la personne
Je suis encore au bout de mon souffle, c'est vraiment incroyable. Alors, c'est vraiment d'apprendre à penser par soi-même. Alors, on parle d'autonomie, collaboration, communication, littératie, numératie, etc. Et la pensée critique également, ce qui est fort important quand on pense à l'intelligence artificielle. Alors voilà, puis j'ai un rêve que j'aimerais vivre en Côte-Nord. Alors mon rêve s'appelle les aires éducatives, soit les aires terrestres éducatives ou les aires marines éducatives, c'est-à-dire un groupe de citoyens dans un village qui s'approprie soit une rivière, un parc, un bord de mer, et qui, à partir de ce lieu physique-là, bien, ensemble, avec une majorité d'enfants dans le petit comité, développent ensemble qu'est-ce qu'ils ont le goût d'étudier, la faune, la flore, comment ça se construit, faire un historique, que chacun y aille un peu selon l'identité du groupe et qu'une fois par année, on fait un petit colloque de l'ensemble des aires éducatives sur le territoire. Il y en a 1536 présentement en France. Je ne comprends pas que ça n'a pas pogné au Québec. Moi, j'aimerais bien faire ça sur la Côte-Nord. On est dans un paysage tellement incroyable, c'est tellement beau. Ce serait si chouette pour contrer la dévitalisation de nos beaux villages que franchement, que les jeunes qui sont là, qui s'approprient leur village, l'arbre, le bord de rivière, qui aient le goût d'aller voir les saisons, de constater l'arbre, comment il change au fil du temps. Moi, je trouve qu'on a tout à y gagner de développer les aires éducatives. Alors voilà, je vous remercie d'être là. C'est très agréable. Vous êtes un très bon public. Franchement, on s'est entendu. C'était très, très bien. Ce que j'ai beaucoup aimé de vos réponses à la fin, c'est qu'il y a des choses qui sont en cours. Il y a encore plusieurs projets de recherche, par exemple les boulots qui se passent en Manicouagan. Je suis convaincu qu'il y en a d'autres aussi dont on n'a pas encore entendu parler, qu'on aimerait assurément entendre parler, qu'on aimerait en savoir plus des résultats qui en sont tirés. Mais aussi, c'est qu'il y a des rêves dans la région. Il y a des rêves qui pourraient s'implanter avec des idées de projets qui regroupent les gens, des idées de projets qui pourraient être un petit peu plus d'un point de vue communautaire, liés à la technologie. Même chose au niveau de l'éducation supérieure dans les projets de recherche. Donc, toutes sortes de possibilités qui existent en Manicouagan, qui existent chez nous au niveau du développement de la recherche. On aurait pu ouvrir la discussion sur plein d'autres sujets, j'en suis certain. Merci pour ces brefs parcelles de présentation de vos travaux de recherche. Résumer plusieurs années en 10 minutes, c'est complexe. Ça demande une bonne capacité de synthèse, mais je pense que vous l'avez bien fait aussi avec une forme 6 mots en doctorat. Donc, c'est la capacité à s'exprimer à travers ça, de communiquer nos projets de recherche à la toute fin qui compte le plus. Lina, Alexandre, Jeanne, Ariane, Lynn, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous d'avoir été présents, d'avoir posé vos questions également. Ça a été un plaisir de refaire ça une prochaine fois. Bonne fin de soirée. Puis, merci David. Puis je pense que je me plaignais de ne pas avoir de communauté en région pour la recherche, mais ces initiatives-là, je pense que ça pallie à l'isolement que je ressens. Donc, merci. C'est un merci collectif. On est plusieurs organisateurs. Puis, c'est ça faisait partie d'un des objectifs du colloque parmi des milliers. Je l'ai dit, il est au pluriel, bien, ça faisait entre autres de vouloir montrer la vitalité du milieu de la communauté au niveau de la recherche, puis créer un sentiment d'appartenance, une fierté. Fierté est un mot qui revient beaucoup, nous, dans la région de Biosphère, qu'on veut mettre de l'avant, la fierté. Il y a une fierté à avoir que notre territoire est un territoire de recherche qui est valorisé aussi bien ailleurs au Québec qu'au Canada qu'à l'international. Fait que d'avoir cette fierté-là pour nous amener à poursuivre nos travaux, poursuivre la mobilisation, puis que nos projets de recherche, les résultats, le savoir permettent la prise de décision éclairée pour nos communautés. Donc, c'est vraiment l'objectif. On va terminer là-dessus. Pour ceux et celles qui participent au colloque demain, on vous voit à 8h30, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas de mémoire en tête l'horaire exactement. Je vous invite à la consulter. Pour les autres qui sont joints à nous ce soir, merci beaucoup. C'est très apprécié. L'idée était vraiment d'ouvrir au plus large public pour transmettre ces savoirs-là. Donc, je vous souhaite, comme David l'a mentionné, je vous souhaite une excellente soirée puis merci beaucoup pour votre participation. C'est très apprécié.